Et voici Thomas Cressac. On vous souhaite la bienvenue ici. Merci d'avoir bravé les travaux sur le T2, les perturbations du RERC et autres aléas personnels pour nous rejoindre aujourd'hui avec le Club Com B2B. Alors, je suis Thomas Cressac, je travaille à la communication RSE d'Orange pour les entreprises, pour les PME. Et accessoirement, on a créé avec Agnès et le CFPJ. Alors, j'ai retrouvé la date. Ah oui. Tu veux nous nous rajeunir? en janvier 2022. Ouais, bien. Le Club Com B2B, le premier Club Com B2B, c'est en janvier 2022. Donc ça fait 3 ans. Enfin, à peu près. Voilà. Et le but est vraiment de partager de bonnes pratiques entre pairs, dans le cadre de la Club Com B2B, de faire des learning expéditions, des webinaires, qu'on fait d'autres, des événements. Comme celui-là. Voilà, pas mal d'événements. Et du coup, ça marche pas. Non, c'est bon, on bouge pas, j'ai la date. Donc c'est un club ouvert des communicants B2B parce qu'effectivement beaucoup de gens s'adressent au B2C, mais le B2B c'est souvent des parents oubliés. Et d'ailleurs on a Sabrina qui nous parlera de We Are Com qui est plus dédié au B2C. Enfin voilà. Et le but c'est vraiment de partager, échanger, fédérer, se rencontrer, networker. Lancement de la communauté en janvier 2022. Aujourd'hui on a près de 800 abonnés sur le club LinkedIn. Une newsletter avec 3019 abonnés, on a passé la barre des 3000 et plus de 300 participants à tous nos événements. Voilà. Et du coup, Agnès Et oui, peut-être un petit mot sur le CFPJ, si jamais vous ne connaissiez pas, ça m'étonnerait, mais quand même, j'en profite. Donc le CFPJ, c'est l'organisme de formation des communicants et des journalistes, et surtout des journalistes au départ. Il a été fondé post-Deuxième Guerre mondiale par 2 journalistes qui étaient aussi des résistants et qui voulaient une presse libre et indépendante, surtout, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et donc, de cette volonté de former des journalistes est né le CFJ, et aujourd'hui, l'émanation, le CFPJ, qui forme donc toujours les journalistes, et c'est dans notre ADN, et depuis peu rassemble aussi dans son sein les communicants. C'est un des rares organismes de formation dans lesquels on a à la fois les journalistes et les communicants. Voilà. Le fil rouge de cette... Alors, je continue sur la présentation. Vous avez un peu de pub. Quelques événements, vous voyez, c'est convivial. Le but aussi, c'est vraiment de se retrouver dans des moments conviviaux. Et du coup, on a un programme assez chargé ce matin. Oui, le fil rouge de la journée, on voulait parler un peu de tout ce qui est communauté et comment gérer ces communautés, comment peut-être aussi faire preuve un peu, comment savoir se distinguer aussi notamment sur les réseaux sociaux, ou essayer de ne pas ressembler à tout le monde, comment faire pour affirmer sa singularité sur les réseaux sociaux. Et donc, au programme, on va commencer par, c'est toi qui en parle, une table ronde. Par une table ronde sur notre fil rouge. De plus en plus, les communicants, vous voyez, on a le thème de l'influence, l'audience, de l'impact de nos communications. Et effectivement, de plus en plus, on est nombreux à être passés de la communication de masse sur la communication de communautés très ciblées sur l'influence. Donc, on aura une table ronde menée de main de maîtresse, main de maître par Sophie Roy. Voilà. Et sur le rôle des influenceurs dans la communauté en B2B. Mais pas que. Ouais, ensuite, on fera une petite pause dans la matinée pour ceux qui n'ont pas repéré la pause café et par là pour la pause. Et ensuite, on travaillera sous forme d'ateliers. Et avant de faire ces ateliers, Guylaine Monnier, qui est la responsable de Pyramide, elle se présentera tout à l'heure, mais c'est une créative, elle est aussi poète, plasticienne, et aujourd'hui responsable de l'organisme de formation Pyramide, qui est un organisme de formation spécialisé sur tout ce qui est PAO, art graphique. Et Guylaine nous parlera de qu'est-ce qu'être créatif, ça veut dire quoi être créatif, et comment on peut mobiliser cette créativité qui est en nous. Donc c'est la keynote de Guylaine, et ensuite, suite à ça, on se mettra sous forme d'atelier
C'est là qu'interviennent les petites cartes qu'on vous a distribuées. On ne choisit pas, c'est ça? Vous ne choisissez pas. On vous impose. Non. Vous verrez avec les petites cartes. Donc on va faire des ateliers et lors de ces ateliers, on travaillera sur ces thématiques d'animation de communauté. L'idée c'est de pouvoir échanger sur le sujet entre pairs. Voilà, donc 3 thèmes, cet atelier, vous avez fait, Vas-y. on vous reprendra tout à l'heure, mais l'IA et créativité, pour animer ça, est-ce que c'est l'IA qui anime votre communauté ou vous-même en tant que communicant? Comment animer les périodes creuses? Vous savez, l'été, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on communique sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on continue à faire la feel cool vibe pendant tout l'été ou pas, sur la plage? Voilà. Quels influenceurs pour une communauté B2B, effectivement? On essaiera de partager ensemble. C'est direct qu'on vient choisir son influenceur. C'est en fonction du type d'événement. Voilà. Et enfin, on aura une conclusion par maître Édouard Olivier qui est derrière nous, qui est le responsable de l'école de la communication d'Orange. Et on finira par un petit cocktail déjeunatoire, normalement à 12h25 si tout va bien. Oui, on va essayer de tenir le timing. Et donc, sans plus attendre, on va appeler les participants de la table ronde. Table ronde animée par Sophie Roy. Donc, Sophie Roy est donc la responsable du CFPJ. Elle est journaliste. Elle a fait de la com aussi. C'est de l'autre côté de la barrière, elle a fait de la com. Et aussi de la formation. On va essayer de dire. Donc, à vous les micros, mesdames. Ok. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ravie d'être avec vous ce matin sur cette thématique de l'influence en B2B. Alors c'est vrai que quand on pense influence, on pense beaucoup TikTok, créateurs de contenu, grand public de fait. Et donc ça nous semble très éloigné des sujets de l'entreprise. Et pourtant, pas tant que ça, il y a peut-être une autre façon de faire de l'influence. Et c'est la question qu'on va se poser ce matin, une influence peut-être plus durable, moins dans le buzz immédiat, mais à quelque chose de construit dans la durée. Donc, ravie d'être avec vous, mesdames, ce matin. Merci d'avoir accepté notre sollicitation. Et donc, pour commencer déjà, on va définir le sujet. Qu'est-ce qu'un influenceur B2B? Et donc, je vais déjà interroger André. Je vous en profite bien sûr pour vous présenter également. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Moi, je suis journaliste à la base, journaliste de presse écrite spécialisée en politique internationale. Et alors, quand j'ai commencé à faire de la com et derrière, j'ai commencé à faire de l'influence, vous doutez bien qu'il y avait deux mondes. Et finalement, ce que j'observe, c'est que l'influence B2B a quand même beaucoup de liens avec ce qu'on pourrait appeler l'influence B2C. Autrement dit, moi ce que je dis souvent à mes clients, c'est qu'on ne va pas aller travailler avec Kim Kardashian, mais on va travailler avec votre Kim Kardashian à vous. C'est-à-dire un influenceur, une influenceuse qui va être en capacité d'être le porte-voix autrement d'un récit de marque à qui il va falloir donner une certaine forme de liberté et à qui aussi il va falloir faire confiance. Donc moi je vais beaucoup insister sur l'influence relationnelle qu'on va tisser avec les personnes avec lesquelles on travaille. Voilà pour moi ce que c'est l'influence B2B, mais l'influence tout court en fait. Merci André. Charlène. Bonjour, donc moi je m'appelle Charlène, je suis la cofondatrice de l'agence Bravo Martine. Bravo Martine est une agence spécialisée plutôt dans le B2C. Mais justement l'idée aussi c'est de pouvoir apporter mon expertise aujourd'hui sur des sujets liés au B2B. Moi j'apporterai une petite nuance de vocabulaire. Aujourd'hui c'est vrai que le mot influenceur n'est pas très apprécié par les créateurs de contenu. On a aussi on a fait face à beaucoup de polémiques sur ce sujet-là. L'influence est très critiquée par beaucoup de personnes aujourd'hui. Aujourd'hui, un créateur de contenu, il n'a rien à voir avec un influenceur de télé-réalité qui habite à Dubaï. Alors je force le trait, mais il y a quand même deux mondes qui s'opposent. Les créateurs de contenu aujourd'hui ont des certificats, en tout cas pour la plupart ceux qui ont vraiment envie de faire quelque chose
dans les clous et pour respecter toute la nouvelle loi qui existe sur les créateurs de contenu. Donc ils passent des certificats pour dire que oui, je suis un créateur de contenu éthique et responsable. J'ai passé une formation, je l'ai obtenue et donc je connais les rouages et je sais effectivement qu'il ne faut pas déborder, c'est-à-dire ne pas travailler avec certaines marques, indiquer clairement à ma communauté que c'est une collaboration commerciale ou une publicité dans la façon dont je partage ma collaboration. Donc je voulais juste faire ce petit point d'alerte. Un créateur de contenu a une vraie niche, mais en tout cas partage quelque chose qui peut être sur de la santé, qui peut être sur de la cosmétique, sur tout ce qui est food, boisson, ce qui est plein de sujets différents, mais une vraie expertise. Et le jargon est très important quand vous contactez un créateur de contenu. Il aime qu'on parle de son titre et pas du mot influenceur. Donc c'est aussi important, juste dans la prise de contact, d'avoir les mots justes pour éviter de toutes les froisser. Voilà. Et beaucoup d'ego quand même. Merci Charlène. Sabrina, je vous passe le petit micro. Sabrina qui a des données chiffrées sur l'influence en B2B. Donc, quelques chiffres, merci pour l'invitation. Donc Sabrina, moi je suis formatrice et animatrice du club We Are Com, donc qui est un club dédié aux communicants en entreprise qui ne fait pas que de la com B2C, mais tout type de com. Et c'est vrai que nous on fait pas mal de benchmarks, donc on a cherché, on a fouillé quelques chiffres sur le sujet. C'est vrai qu'il y a deux éléments qui nous paraissaient intéressants pour essayer de comprendre ce qui se passe en influence entre guillemets B2B. C'était d'un côté le fait qu'on a 86%, et j'ai mis dans des slides qui vous seront transmises avec les sources, vous inquiétez pas, je ne sors pas juste comme ça, mais vous avez 86% des décideurs B2B qui disent que leur acte d'achat est influencé à l'heure actuelle par des influenceurs, justement, notamment sur certains canaux type LinkedIn, on ne va pas se cacher, et de l'autre, un chiffre plutôt US et UK qui nous dit qu'on a déjà 65% des marques qui ont fait appel à des influenceurs en B2B. Donc on voit que c'est une augmentation sur les dernières années qui est assez drastique. Et ce qui est intéressant en parallèle, on voit les marques y revenir. Donc clairement, c'est un secteur sur lequel il se passe des choses. Et c'est pour ça qu'on est là ce matin. Je suis ravie de pouvoir échanger. Merci Sabrina. Merci. Donc moi, je suis Martine Josette, donc je me positionne comme une communicante engagée. Depuis, je suis dans la communication, ça fait plus de 30 ans, ça vous donne une idée de mon âge à peu près. Concrètement, en fait, j'ai envie de dire, la notion d'influence, c'est pas quelque chose qu'on s'attribue, c'est quelque chose que les autres vous donnent. En fait, c'est pas soi-même, on ne se positionne pas, je suis une influenceuse ou je suis un influenceur, c'est les autres qui vous reconnaissent une forme d'influence. Donc concrètement, moi je fais partie un peu des historiques, même si je suis beaucoup moins active maintenant, mais des historiques, c'était la communauté des tweetos en fait, concrètement. Donc moi j'étais très active sur Twitter. J'ai recherché justement, j'en ai profité pour faire quelques recherches. Et ça commençait par exemple dans les années 2012, première édition de la Journée de la femme digitale, parce qu'à l'époque j'intervenais beaucoup et je prenais beaucoup position sur la place des femmes dans la tech. Donc je me rappelle de la première Journée de la femme digitale en 2012. Il y avait aussi, j'avais le live tweeté, parce que c'était quelque chose que je faisais beaucoup sur, c'était sur le TEDx Champs-Élysées Women, la première édition. Après, j'ai d'ailleurs fait partie de l'équipe. Donc au début, j'intervenais beaucoup sur ces sujets-là. Donc concrètement, on était une petite communauté de tweetos qui avait d'ailleurs fait un passage assez remarqué par Google+. Je ne sais pas si ça parle à certains. En 2010-2011, il y a eu la création de Google+, et donc c'était déjà les tweetos, la petite communauté de tweetos français qui était passée par Google+, qui est revenue sur Twitter. Et c'est ce que j'expliquais, en fait, c'était déjà la notion de communauté, parce que sur Twitter, par exemple, dès 2011-2012, moi je faisais partie de communauté. Par exemple, j'étais dans la communauté, je ne sais pas si ça va vous parler, mais je faisais partie des marraines Twitter. C'était une communauté qui avait été créée par la community manager de Au Féminin à l'époque, Ségolène Julian. Et en fait, les marraines Twitter, c'était il y avait des femmes hein, qui étaient là pour accueillir les nouvelles tweetos pour leur expliquer comment ça marchait Twitter, en fait, concrètement. Il y avait aussi la communauté des /gel, juste un petit peu après, avec PPC, que certains connaissent également. Et en fait, donc tout ça, c'était des tweetos. Donc concrètement, au début, on nous sollicitait beaucoup. Moi, j'étais donc invitée dans plein d'événements pour tweeter, y compris à la télé d'ailleurs, parce qu'on faisait par exemple des émissions avec The Voice ou Danse avec les stars. On était sollicités pour tweeter. Le but à l'époque, c'était de faire monter le hashtag dans les TT, quoi. Dans les trending topics, il fallait que ça monte.
Donc c'était ça au début. Et il y avait un deuxième objectif qui était de faire vivre l'événement pour les gens qui n'étaient pas présents physiquement. Et j'ai regardé aussi dans mes archives, et en fait la première fois où j'ai vraiment été sollicitée, non pas juste comme invitée, défrayée et autres, mais vraiment rémunérée, c'était un événement pour Adobe, un symposium Adobe, j'en ai fait plusieurs d'ailleurs, où j'ai vraiment été sollicitée, donc c'était en 2016, pour à la fois faire le live tweet de l'événement, mais aussi répondre à des interviews et écrire un article de blog. Donc c'était la belle époque, j'ai envie de dire, des tweetos, et ça a duré pendant un bon bout de temps, jusqu'à il y a peu de temps, depuis que ça a été racheté par notre ami Elon, où là, moi, j'ai pareil complètement abandonné, mais voilà. Donc j'ai basculé déjà depuis quelques années sur une autre forme d'influence, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, avec notamment ce qu'on appelle les médias émergents. Merci beaucoup Martine. Et merci à toutes de ces exemples très concrets. Donc finalement, quand on est une entreprise, choisir l'influence, finalement, pourquoi qu'est-ce que l'influence apporte que les autres canaux de communication n'apportent pas? J'ai envie de dire justement l'authenticité. En fait, concrètement, il y a une question que je pose toujours. Est-ce que vous avez envie d'être ami ou de faire confiance à un logo? Personne ne s'intéresse au logo, on préfère avoir des marques qui sont incarnées. Et justement, l'influenceur, normalement, l'influenceuse est une personne qui va au-delà des managers, au-delà des personnes emblématiques d'une marque ou d'une entreprise, qui va aussi incarner un message. Donc je pense qu'il y a cette notion d'incarnation, d'authenticité. C'est vrai que moi j'ai connu cette belle période où on ne donnait absolument aucune contrainte. C'est pour ça que je fais un distinguo aussi entre création de contenu et influence, parce que les débuts de l'influence entre guillemets, même si on ne s'appelait pas du tout comme ça, on n'avait pas de nom d'ailleurs, on était les tweetos, on était invités en tant que tweetos. En fait, on avait une totale liberté de parole. Et ça, c'était assez magique, parce qu'on était obligé de, je me rappelle, avec Jonathan peut en témoigner, parce qu'on était sur beaucoup d'événements ensemble, on était obligé de réclamer c'est quoi le hashtag, est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qu'on doit mettre en avant, un partenaire ou un message, et on nous laissait une totale liberté de parole. Et c'est vrai que petit à petit, ça a évolué avec ce côté création de contenu qui finalement ressemble de plus en plus à un boulot d'agence, parce que moi j'ai aussi une agence de com. Concrètement, quand on a commencé à me demander de rajouter des virgules dans mes tweets, j'ai fait oh là. Moi, j'ai jamais mis une seule virgule dans un tweet, parce que à l'époque, on avait 140 caractères, donc ça ne m'amusait pas à mettre des virgules dans des tweets. Et quand on commençait à me contrôler le contenu, là, on avait basculé sur la création de contenu. Donc, je fais ces vraies différences. Normalement, à la base, alors ça a peut-être évolué, mais un influenceur, on allait aussi le chercher pour ses partis pris, pour ses engagements, pour ses opinions, en fait. Peut-être, des fois, c'était juste parce qu'il faisait des tweets un peu drôles ou un petit peu décalés. Mais voilà, on avait une vraie prise de parole. Donc je pense qu'il y a une vraie évolution entre totale liberté de prise de parole et contrôle du contenu qui ressemble de plus en plus à un boulot d'agence en co-création, je trouve. Je vais juste donner mon dernier chiffre. Ouais. Et après, je vous abreuve pas de plus. Le chiffre. Mais alors justement, pourquoi, si on regardait les chiffres, justement, les études 2024 Top Influence étaient sur le fait qu'une campagne d'influence en B2B serait 11 fois plus efficace qu'une campagne publicitaire classique réalisée sur des réseaux. Et justement, ça tient à tout ce que tu viens de dire, mais clairement, pourquoi est-ce qu'on y retourne? C'est parce que c'est efficace et je pense que vous allez le trouver en exemple. Merci. Oui, alors je voulais revenir sur un mot qui a été prononcé par toi, Martine, qui est le mot liberté. C'est-à-dire que si une entreprise, si une marque fait appel à des influenceurs, c'est pour leur tonalité, pour leur ligne éditoriale, pour leur positionnement. Et donc, si demain vous êtes amené à bosser avec un influenceur, attention au brief. C'est-à-dire que moi, ce que j'observe en tout cas dans mon travail avec mes clients, c'est que les clients à chaque fois demandent de border le brief. Alors, cette expression, moi, ça mérite le poil. Parce que border le brief, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu donnes des orientations à quelqu'un qui n'est pas ton salarié, que tu payes pour la plupart du temps, mais tu payes pour sa liberté de ton. Donc si tu le briefes, tu vas corseter les choix qu'il va pouvoir faire. Conséquence, le contenu va être quand même pauvre, en tout cas ne va pas être révélateur de l'identité de l'influenceur. Et pour ça, j'ai deux exemples. J'ai la chance de travailler depuis longtemps avec une marque comme Maïf, que vous connaissez peut-être, sur Militant et les personnages filaires. Là. Et pour la Maïf, on a travaillé avec un influenceur qui
s'appelle Poisson Fécond. Alors Poisson Fécond, dans la tête des gens, ça peut faire rire, mais c'est quelqu'un qui est un youtubeur très connu, plusieurs millions de followers sur YouTube. Et en fait, ce monsieur a un langage fleuri. C'est un influenceur qui fait, pour faire court, de la vulgarisation scientifique. Et il a un langage un petit peu fleuri, c'est-à-dire qu'il va commencer toujours ses vidéos par un claim qui s'appelle « Bonjour la poiscaille ». Autrement, comment vous dire que quand j'ai proposé Poisson Fécond en réunion, les gens qui m'ont regardé avec des yeux ronds en disant « mais on va péter les plombs ». Pas du tout. Il s'avère que Poisson Fécond, c'est quelqu'un qui parle à des personnes qui ont entre 20 et 35 ans, qui sont très connectées, et pour qui, j'ai envie de vous dire, les questions d'impact, ça les concerne, mais finalement d'assez loin, en tout cas ce ne sont pas des sachants. Donc en fait l'idée c'était de vraiment partir sur de la vulgarisation, sur un sujet à impact fort à la Maïf, qui était les voitures avec des pièces de réemploi. À la Maïf, 2 secondes de pub, si vous adhérez à la Maïf, eh bien, si vous faites réparer votre voiture avec des pièces de réemploi, votre cotisation baisse. Donc ça c'est le produit, okay, c'est le commercial qui nous dit ça, très bien. Ça passe d'entre les mains des RP, et puis les RP m'en parlent, et puis on dit bah tiens, on va quand même partir sur une stratégie d'influence là-dessus. Donc on a eu un choix assez large d'influenceurs. Sauf qu'à chaque fois, c'était soit des gens qui avaient déjà bossé avec la Maïf, bon, en termes d'originalité, moyen, soit c'était des gens dans le secteur automobile. Donc ça veut dire qu'en termes de communauté, c'était quand même restreint, en tout cas de niche, voilà, des gens déjà peut-être avec un petit vernis de culture sur le sujet. Et puis, on voulait des gens qui étaient des personnes qui allaient peut-être avoir un problème de pouvoir d'achat, c'est-à-dire se dire que la Maïf, dans la tête des gens, c'est une mutuelle, enfin c'est une assurance chère, et donc il fallait dire, mais regardez, c'est pas si cher que ça, c'est en tout cas accessible, c'était ça le message. Et donc l'idée de Poisson Fécond, quelqu'un qui est arrivé assez rapidement dans les briefs, c'était de dire, on va parler à des communautés qui ont un souci de pouvoir d'achat quand il s'agit d'assurer son véhicule. Et puis ça collait bien avec le claim qui était « chaque acte compte » de la Maïf, qui en fait est le hashtag qui regroupe toute la communication liée à l'impact positif à la Maïf. Donc en termes de message, ça s'intégrait complètement dans le pilier éditorial de la stratégie. Et donc, je viens avec mon bâton de pèlerin en réunion, je propose Poisson Fécond, qui me regarde bizarre. Et puis finalement, moi je suis sûre de mon idée, on lance ça. Et si vous tapez Poisson Fécond Maïf sur YouTube, vous allez trouver la vidéo. Poisson Fécond nous dit, tiens, ce serait intéressant qu'on fasse un jeu concours. Et donc je vais faire gagner quelqu'un de ma communauté. Je vais lui faire gagner quoi? Pas un abonnement, une réduction, Maïf, machin. Non, pas des goodies, mais on va lui faire gagner un véhicule qui a été réparé avec des pièces de réemploi. Pour travailler évidemment le capital confiance, pour travailler aussi le côté proximité. Et finalement, quand le gagnant a gagné son véhicule, eh bien Poisson Fécond a fait la suite de sa vidéo dans le véhicule en pièces de réemploi avec le monsieur Trucmuche qui a gagné le véhicule. C'était très sympa, la tonalité était respectée. Donc ça c'est un premier exemple pour vous montrer qu'en termes de liberté, on lui avait donné vraiment totale confiance. La seule chose sur laquelle on lui avait donné comme brief, c'était qu'il fallait que ça rentre en fait dans les messages évidemment commerciaux qui étaient déterminés en amont, ça évidemment, et puis aussi que la vidéo ne soit pas uniquement réservée aux réseaux sociaux. C'est une vidéo qui a été aussi diffusée en cinéma par exemple. C'est une vidéo qui a été aussi diffusée en radio. Donc voilà pour l'exemple Maïf. Et pour vous dire, c'est la première fois que la Maïf a eu cette
pense, ce courage, pour une marque un peu classique, de partir sur des tonalités un peu alternatives, parce que Poisson Fécond a vraiment une tonalité particulière. Et puis Poisson Fécond, moi je l'ai fait travailler aussi sur une autre marque, qui est Orano. Donc Orano, c'est dans le nucléaire, hein, donc c'est pas les gens les plus sympas du monde et les plus fun du monde sur le papier. Et pourtant, ce sont des gens qui ont eu qui ont cru, en tout cas dans ce projet, de travailler avec Poisson Fécond. Et avec Poisson Fécond, on a travaillé autour d'une vidéo. Et si les centrales nucléaires disparaissaient demain? Le titre est très volontairement provocateur. L'idée, c'était quoi? C'était de faire monter, pas en expertise, mais en tout cas en vernis culturel sur le sujet énergétique, des communautés extrêmement éloignées du nucléaire. Parce que les moins de 25 ans aujourd'hui, il y a des sondages que vous pouvez retrouver sur le web, les moins de 25 ans n'ont aucune culture énergétique, ce qui est un énorme problème pour une boîte comme Orano. Conséquence, le fait d'aller travailler avec des gens comme Poisson Fécond, qui commence aussi sa vidéo par Bonjour la Poiscaille et qui parle donc de nucléaire, avec une tonalité volontairement provocatrice, et bien évidemment, vous doutez bien que ça fait énormément de vues, en tout cas beaucoup plus de vues que tout ce qu'on aurait pu imaginer en natif par Orano. Et c'est une vidéo qui est toujours d'actualité, vous la retrouvez également sur YouTube. Merci Ambre. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement quand on pense au Poisson Fécond, on dit on est très très éloigné du monde de l'entreprise. Et donc finalement comment on identifie un bon influenceur B2B? Charlène, je connais bien les influenceurs B2C aussi. Qu'est-ce qui fait que certains vont être bons et compétents et avoir des idées et apporter des idées qui correspondent à la demande client tout en gardant son authenticité? Qu'est-ce qui fait la différence? Aujourd'hui, je pense qu'un créateur de contenu est capable de s'adapter si le sujet lui parle. Il est capable de s'adapter à créer du contenu qui correspond à sa communauté, qui correspond à la marque. Je dirais quand même que attention aux briefs créatifs, parce que je voulais juste revenir un tout petit peu dessus. Les briefs créatifs, tout à l'heure Martine en parlait et Ambre aussi. Quand c'est trop cadré, ça marche pas et ça marche pas. Effectivement, il y a des milliers d'allers-retours entre la marque et le créateur de contenu parce qu'il faut absolument rentrer sur des messages extrêmement commerciaux et le créateur de contenu, lui, il sait absolument que ça ne fonctionnera pas. Donc il faut quand même laisser une forte liberté au créateur pour pouvoir se dire ok, je m'approprie le contenu, je le retranscris comme j'ai en envie parce que moi, ma communauté me connaît et je peux parler de tel et tel sujet parce que je sais que ça passe comme ça auprès de ma communauté. Donc effectivement, un créateur de contenu B2C peut complètement parler de sujets B2B parce que lui va l'interpréter de manière très personnelle. Et c'est vraiment l'histoire personnelle qui entre en jeu et il faut lui faire confiance parce qu'à un moment donné, il sait comment parler à sa communauté, il sait pourquoi il le fait. Au-delà de ça, je pense que c'est très important quand si vous passez par une agence ou si vous faites en direct avec le créateur de contenu, c'est très important de faire des visios avec lui pour lui expliquer vraiment les choses, qui vous êtes, pourquoi vous faites ce genre de choses, parce qu'à un moment donné, le capital sympathie, en tout cas si vous êtes sympa, mais le capital sympathie en visio ou à travers un rendez-vous physique, les gens ont moins de temps pour ça, mais moi le nombre de fois où j'ai un créateur de contenu qui me dit la cliente ou le client était hyper sympa, je vais faire encore plus que prévu. Alors c'est dommage parce que quelque part on a un contrat donc on fait ce qu'il faut faire, mais je vais redoubler d'attention pour cette collaboration parce que j'ai aimé la personne en face, parce qu'elle est sympa, parce qu'elle me laisse aussi liberté de pouvoir créer du contenu comme j'en ai envie, alors que quelque chose d'extrêmement cadré, et on l'entend parce que la marque a un besoin fort de se dire ok, je paye, j'ai besoin d'avoir mes messages clés au bon endroit au bon moment, mais quand c'est trop cadré, le créateur de contenu, moi j'ai annulé plein de collaborations comme ça, il me dit c'est bon, stop, j'arrête, ça fait déjà 3 allers-retours, on ne me comprend pas, on ne m'écoute pas, ça ne fonctionnera pas, et même moi dans ma ligne éditoriale, je vais publier un contenu qui sera très mauvais, donc déjà moi ça baisse mes statistiques, donc ça ne me plaît pas. Mes abonnés ne comprendront absolument pas pourquoi je poste quelque chose comme ça parce que ça ne me ressemble pas. Donc en fait, c'est bon pour personne. Donc vraiment, la relation humaine entre le partenaire et le créateur de contenu est extrêmement importante.
Et en fait, c'est vraiment l'humain et le côté et le fait d'apporter une anecdote personnelle sur la collaboration qui touche quelqu'un, qui touche son proche, etc. En fait, n'importe quel créateur de contenu peut faire du B2B tant qu'il est touché par le sujet. Je rebondis simplement sur le côté relationnel. Souvent, on me demande comment je fais pour aller contacter une fois que je l'ai identifié, le créateur de contenu, comment je fais pour le contacter. En fait, c'est comme dans la vie. Vous n'allez pas dans la rue aller voir les gens et salut, tu vas bien, j'ai un truc à te vendre, c'est génial, c'est extraordinaire. Non, c'est on essaie déjà d'essayer de connaître la personne. Donc ça veut dire d'avoir la curiosité d'aller sur ces plateformes, de regarder un petit peu évidemment sa ligne éditoriale, sa tonalité, bon ça coûte de source, hein. Mais moi je parle aussi de densité de compte, c'est-à-dire que quand on voit le compte, est-ce qu'on voit ses piliers éditoriaux, est-ce que c'est panaché, est-ce qu'il y a en termes d'angles, est-ce qu'il y a des angles différents qui vont peut-être avoir aussi des échos avec l'actualité. Dans ce cas-là, c'est très facile, par opportunisme, vous allez lui envoyer un petit message à cette personne, et puis vous allez lui dire hey, j'ai adoré le rebond que tu as fait sur tel sujet, ah bah tiens, on a participé au même événement. Bref, c'est comme dans la vie, vous essayez de travailler la congruence en fait. Donc ça, c'est le premier point. Et puis après, c'est essayer de connaître la personne sur effectivement ses engagements, ses valeurs. Moi, il m'est arrivé par exemple, il s'avère que voilà, j'ai eu un enfant aussi à ce moment-là, donc j'ai travaillé cet aspect-là de la maternité avec des influenceuses avec lesquelles j'ai travaillé pour Givenchy. Et j'ai travaillé donc, avec ce qu'on appelle les digital moms, donc très bien. Donc ces nanas ont vivait la même chose. Donc j'ai dans mes hooks de messages, dans les mails que j'ai pu envoyer à ces gens, c'était bon, je pense qu'on vit la même chose en ce moment. Donc désolée s'il y a des fautes d'orthographe dans mon mail parce que j'ai pas dormi cette nuit. Ce genre de choses qui créent en fait voilà une proximité, voire une certaine forme de connivence. Alors souvent on me dit est-ce que c'est de l'amitié, tu joues l'amitié? Non en fait, il faut que ça reste authentique et de toute façon l'influenceur il le saura. Si c'est du jeu. J'avais quelque chose à rajouter. Toi aussi peut-être ça Non, je voulais dire aussi, en fait, pour le choix de l'influenceur, moi, il y a quelque chose auquel je tiens particulièrement. Par exemple, tu vois, c'est notamment il ne faut pas que la personne commence tout d'un coup à parler d'un sujet juste sur commande. En fait, c'est ça aussi à quoi il faut faire très attention. Il faut que l'influenceur ne travaille pas que sur commande, c'est-à-dire uniquement parce qu'il est sollicité par une agence ou par autre chose. Il faut que quotidiennement, quasi quotidiennement ou très régulièrement, il produise de lui-même, de sa propre initiative, des contenus sur le sujet pour qu'on lui reconnaisse une certaine expertise. En B2B, c'est hyper important. Quelqu'un qui du jour au lendemain commence à parler d'un sujet alors qu'il n'en a jamais parlé avant, déjà ça va surprendre sa communauté et ça va pas fonctionner. Typiquement, par exemple, toi, Ambre, à l'époque, t'étais venue me chercher pour le nucléaire, donc c'est quelque chose, c'est pas du tout dans mes sujets. Donc ça, c'est aussi hyper important. Moi, je dis qu'il faut vraiment faire checker, mais très, très, très en amont. Par exemple, typiquement, éviter quelqu'un qui aurait des casseroles, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des casseroles, entre guillemets, sur plein de sujets, mais aussi d'être sûr que l'influenceur, l'influenceuse partage les valeurs de l'entreprise et que ça fasse sens. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, une entreprise où on n'est pas sur la cause environnementale et vous allez chercher un influenceur qui est à fond sur l'écologie, ça ne va pas marcher, ou inversement. Donc faites très attention à ça. Donc c'est vraiment cette notion de... tu parles de congruence, c'est le lien, mais c'est aussi que en fait, l'influenceur, l'influenceuse soit aussi quelqu'un qui produit du contenu sans qu'il soit forcément payé. Il le fait de façon naturelle parce qu'il aura un blog, parce qu'il est sur les réseaux sociaux, il a une newsletter, il a autre chose, mais il le fait aussi même quand il n'est pas payé pour le faire. Donc ça, je pense que c'est hyper important pour que du coup, il y ait cette notion d'authenticité avec la communauté. Merci Mathilde. Et donc ce qu'on peut se demander aussi, c'est finalement comment on mesure l'impact d'une campagne d'influence. Qu'est-ce qu'une campagne réussie ou pas d'ailleurs? Est-ce que vous avez des exemples à me partager? J'ai envie de dire, à l'époque c'était très simple, si le hashtag était dans les TT, c'était waouh, c'était super. Donc voilà, c'était très simple au début des tweetos. Après ça c'est un peu compliqué.
C'était à chaque fois, est-ce que c'est le nombre d'impressions, est-ce que c'est plutôt les engagements? Donc c'est vrai que nous, avec Jotathan par exemple, on privilégiait plutôt les engagements, susciter des commentaires. Sur Twitter, c'était facile, hein, il y avait le retweet qui était quand même un format très facile à reproduire. Plus on avait de retweets, mieux c'était. Bon, c'était assez simple à l'époque. C'est vrai que ça s'est nettement compliqué. Moi, j'avoue que je ne suis pas une fan des chiffres, donc quand on finit par prendre plus de temps à faire du reporting qu'à faire, ça a tendance à me lasser un peu, mais je sais qu'il y a beaucoup de reporting, et je pense que tu ne diras pas le contraire, je pense que tu as des choses à dire à ce sujet. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, une campagne d'influence, il faut qu'elle soit héroïste, parce que ça coûte cher à l'annonceur. Donc effectivement, on analyse beaucoup de chiffres, le taux d'engagement, les impressions. En général, un taux d'engagement pour qu'une campagne soit réussie, on se dit aux alentours de 2% quand c'est une campagne organique, c'est-à-dire où c'est uniquement le créateur de contenu qui poste sur ses réseaux sociaux à lui. Si la collaboration, effectivement, le post Instagram, le post YouTube, TikTok, obtient 2% d'engagement, on se dit ok, c'est correct, le job est plutôt bien fait. Après, ça dépend, il y a aussi des collaborations de conversion avec des liens traqués où on arrive à obtenir voilà, le nombre de ventes, le nombre de clics sur un site internet, etc. Donc ça aussi, on le trace beaucoup. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui nous aident quand même à faire des bilans. CallSquare en est une. En tout cas, moi, je travaille avec CallSquare depuis 6-7 ans. C'est une plateforme qui vous permet d'identifier des créateurs de contenu, mais également de faire tout ce qui vous aide à faire des reportings. Aujourd'hui, il y a quelque chose quand même qui est important d'être souligné. Faire de l'influence, c'est très bien et ça coûte assez cher sur certains sujets. Maintenant, les marques, justement, comme l'algorithme des réseaux sociaux est assez difficile, on ne sait pas, enfin, il faut dire ce qu'il y a. Aujourd'hui, on poste quelque chose sur Instagram, on pense que ça va fonctionner parce que c'est le bon sujet, parce que c'est le bon timing, parce que, etc. Mais en fait, pas du tout. Parfois, ça ne fonctionne pas parce que la plateforme bloque, parce que justement, la plateforme souhaite que vous dépensiez de l'argent pour que le contenu soit encore plus vu. Et aujourd'hui, très souvent, avec des annonceurs qui ont quand même effectivement certains budgets conséquents, on fait automatiquement une campagne de médiatisation sur les contenus des créateurs de contenu. Donc aujourd'hui, je vois très souvent, par exemple, un créateur de contenu payer, je dis n'importe quoi, 1000 € pour un Reels Instagram. Derrière, j'ai la marque qui peut mettre, j'ai déjà eu 25 000 € de budget média pour que la vidéo explose. Alors effectivement, là, ça fait des millions et des millions de vues. Notamment, on avait réussi, heureusement, oui. Mais en même temps, ça dépend parce que faut que la cible, le ciblage soit extrêmement bien fait. Parce que parfois, on arrive à avoir des choses qui sortent complètement de la communauté du créateur de contenu. Alors c'est le but, mais même ça sort tellement que on se retrouve avec des haters qui commentent en disant, qui parlent sur le physique du créateur ou de la créatrice de contenu, pas du tout sur ce sujet-là, qui peut avoir des messages un peu sexistes, etc. Et en fait, ça dessert complètement le contenu, et donc il faut faire extrêmement attention à combien on investit et surtout quel est le ciblage. Et ça, les agences médias, il faut vraiment les briefer parce que ça peut complètement desservir une campagne. Donc là, effectivement, on peut avoir des chiffres, des impressions gigantesques, mais finalement, la campagne n'est pas du tout réussie. Parce que le créateur est extrêmement énervé, parce qu'il passe son temps à modérer le contenu en disant « Ok, j'ai encore eu des messages complètement négatifs à mon égard qui n'ont rien à voir avec la collaboration. » Donc il passe du temps déjà dessus. Lui a du temps en plus finalement de modération. Donc il faut faire extrêmement attention à ça. Donc une campagne réussie, c'est une campagne, les campagnes d'image, et je pense qu'en B2B c'est peut-être plus le cas. Enfin, je pense que c'est plus ce que l'industrie du B2B recherche, mais une campagne d'image, si vous faites un 2% de taux d'engagement, vous pouvez considérer que votre campagne est une belle campagne réussie. Je vais avoir 2 retours d'expérience par rapport aux résultats. Alors moi c'est très simple, hein, je suis indépendante, donc je suis payée que si j'envoie le reporting, donc c'est simple. Voilà, donc ça me pousse à faire beaucoup de reporting. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le reporting, faut vraiment sortir du syndrome du bon élève en disant je montre au client que j'ai bien travaillé, hein, j'envoie un reporting avec des bonnes stats, tous les voyants sont au vert, c'est extraordinaire, avec des taux de croissance de dingue.
le reporting, c'est déjà un outil pour soi. Le reporting, c'est un outil pour nous en tant que professionnels. Le beau PDF qui reste en pièce jointe dans mail, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Moi, 3/4 de mon temps de reporting, c'est des bloc-notes sur mon bureau avec voilà, un nombre d'impressions, un taux d'engagement. Ça va être une sémantique. Moi, quand on me parle de taux d'engagement, on va aller vraiment au-delà du chiffre. Hein. Regardez la sémantique de vos commentaires. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des très bons taux d'engagement en dessous de poste d'influenceurs, parce qu'il y a beaucoup de commentaires par exemple, mais la sémantique des commentaires est extrêmement négative. Je suis pas sûre que ce soit une campagne réussie. Donc attention aux chiffres, allez vraiment au-delà des chiffres. Et alors pour répondre à la question qui est posée de c'est quoi une campagne réussie, ben, c'est une campagne qui a réussi à faire sortir de la marque de là où elle est. C'est-à-dire à aller toucher des cibles communautaires qui naturellement ne viendraient pas à la marque. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur la prise de risque. N'allez pas voir des influenceurs qui vont parler de vos sujets de manière très proprette, très sage. Non, essayez de bousculer un peu les choses. Activer un levier, surtout que ça coûte cher aujourd'hui, sauf pour la nano-influence, mais ça, on en reparlera peut-être après. Mais ce sont quand même des budgets conséquents. Les objectifs sont de plus en plus héroïstes, évidemment. Conséquence, pour que ça marche, il faut que ce soit vraiment identitaire par rapport à la ligne éditoriale de l'influenceur pour lequel vous travaillez, enfin, avec qui vous travaillez. Et moi, donc, j'ai un retour d'expérience d'influence qui a cartonné et d'influence qui n'a pas du tout marché. Mais heureusement qu'il y avait le reporting pour le dire. Une campagne d'influence qui a cartonné, ça a été pour Disneyland Paris. On a fait une campagne d'influence sur les questions de diversité, parce que chez Disneyland Paris, ils ont des programmes de diversité et d'inclusion extrêmement développés depuis longtemps. Ils n'ont pas attendu que ce soit à la mode pour en parler. Donc voilà, on est vraiment sur une entreprise qui a énormément fait. Et notamment sur le mois des fiertés, les influenceurs et influenceuses ou créateurs de contenu sur ce sujet-là, ça a été les cast members eux-mêmes qui ont porté ces messages-là en témoignant, en disant bah, moi en fait chez Disneyland Paris, je suis dans une safe place, j'arrive à me développer en tant que professionnel malgré ma différence, etc. Là, pour Disneyland Paris, c'est porté par les cast members qui ont des comptes Instagram, qui ont des comptes sur des profils sur LinkedIn extrêmement actifs, et par Natacha Faraski, qui est la présidente, qui est aussi très moteur. Et je pense que l'influence, ça marche aussi quand en B2B. C'est le lead management aussi qui est d'accord avec le truc et qui est dans cette dynamique-là. Faut pas en interne que ça freine des cas de fer. Donc ça, voilà, sur des sujets comme ça de valeur, d'engagement, pour Disneyland Paris, c'est un grand succès. Et puis par ailleurs, un échec, c'était une campagne d'influence qui a duré 1 an et demi avec les carafes Brita. Vous savez, la marque, je ne sais pas quelle perception de marque vous avez de Brita, hein, mais la perception de marque des gens, c'est la carafe des EHPAD. Bon. Donc le message de l'entreprise, du groupe Brita, c'était de dire mais ça peut être aussi la gourde que la nana qui fait du sport embarque avec elle. Donc on était sur des sites communautaires d'influenceuses, plutôt fitness, healthy, digital mom aussi, enfin voilà. Avec des messages qui étaient beaucoup trop kiffés, genre boire c'est bien. Bon. Oui, boire c'est bien, ouais. Tu mets ce que tu veux dans ta carafe après. Mais voilà, c'était boire de l'eau, hydratez-vous. Voilà les messages de la marque, on ne pouvait pas en déroger. On parlait d'eau plus pure, je vous laisse interpréter ce que vous voulez. Et puis surtout, on parlait d'impact sur l'environnement. Je rappelle que ce sont des carafes en plastique et des gourdes en plastique avec des recharges, avec un système de filtration au charbon qui doit être récupéré, il faut l'envoyer par la poste, en bref, c'est la galère. Bref, tout le monde met son consommable à la poubelle. Donc, vous imaginez bien que les commentaires en dessous de ces
de ces postes d'influenceuses était extrêmement négatif. Et donc, moi, à plusieurs reprises, j'ai alerté grâce au reporting en disant attention, on a beaucoup de taux d'engagement, mais la sémantique des commentaires, elle est horrible. Regardez, capture d'écran, regardez, on a des influenceuses fitness, etc., yoga, etc., qui disent que c'est du n'importe quoi. Et on a continué. C'est une campagne qui a duré quasiment 2 ans. Mais c'était un marché. Ça arrive aussi. Je retourne un petit peu. Dernière question. Je n'ai aucun doute sur le fait que tout le monde aura envie de faire de l'influence dès cet après-midi. Retour au bureau. Donc, est-ce que vous auriez des conseils à donner pour justement comment s'y mettre, Martine? Je vais reprendre ce que j'ai déjà dit, c'est déjà de trouver des personnes qui soient vraiment raccord avec l'ADN de la marque, l'ADN du message. Je pense que c'est le plus important au-delà de la taille de la communauté. Après, il y a d'autres critères, notamment donc d'avoir des labels, le côté éthique aussi de la chose. Mais vraiment, le plus important, c'est d'avoir quelqu'un qui soit complètement raccord. C'est le principal conseil à mon sens. Merci. Pas de chiffre, mais une citation. Mais toujours des mêmes rapports sur le B2B avec des grands CMO américains et qui disaient par rapport à la cible, cette fois, en fait, votre cible B2B, ce sont des gens comme les autres. C'est des vrais gens aussi. Donc, ce qui fait que justement, on peut aussi les traiter un peu différemment, prendre ce pas de côté et pas rester dans les codes et les canaux de je fais du B2B, ça doit être sérieux, ça doit être très normé, etc. Et je trouvais que cette phrase, elle est intéressante de s'y rattacher. Souvent, quand tu fais du B2B, pas que de l'influence, mais se dire, oui, je peux prendre ce pas de côté, c'est aussi des personnes comme les autres, comme moi. Donc voilà. Merci. Charlène. Je pense que c'est intéressant aussi de se dire pourquoi je fais une campagne d'influence et de poser tout de suite les objectifs. Est-ce que c'est une campagne d'image? Est-ce que c'est une campagne de conversion pour vendre quelque chose? Est-ce que c'est une campagne pour augmenter mon nombre de followers sur les réseaux sociaux? Pourquoi je fais ça? Dans quel but? Et quand on pose, juste c'est très simple, mais quand on pose quand même ça sur papier, on sait quand même vers quoi se tourner, quel type de campagne, quel type de créateur de contenu aussi, parce que un créateur peut être bon sur le fait de faire gagner des abonnés parce qu'il a une très forte communauté, très engagée, il a l'habitude de faire des jeux concours par exemple, alors qu'un autre, on ne le suit pas pour ça, on le suit parce qu'il est expert d'un sujet et finalement ça va être un bide total de faire un jeu concours avec lui parce que il n'est pas du tout dans ce truc-là. Donc les objectifs à poser en début de campagne, c'est très important. Un brief, oui, mais un brief pas trop cadré, un brief en tout cas en co-création avec le créateur de contenu, de lui dire on travaille main dans la main, c'est très important, on va créer le contenu ensemble, on te fait confiance, bien entendu il faut les messages clés, mais on te fait confiance. On le dit tout à l'heure, mais des réunions de travail, se voir physiquement, en tout cas en visio, c'est important, c'est bien. Et puis effectivement le choix du créateur de contenu, c'est la base du projet. Mais si vous suivez des gens, les suivre, c'est très important, même en amont, effectivement, de les contacter. Parce que justement, vous, comme disait tout à l'heure, mais vous bondissez sur le côté un peu personnel, donc vous touchez un petit peu en plein cœur. Et surtout qu'il ait déjà parlé, effectivement, comme disait Martine, mais du sujet en amont, c'est clairement le b.a.-ba, parce que quelque chose qui tombe d'un coup dans une ligne éditoriale, on n'a jamais parlé de ça, c'est pas... Sauf si... il n'en a jamais parlé, mais il est touché par le sujet, donc pourquoi pas, mais en tout cas, que la personne soit convaincue, en ait parlé, c'est quand même extrêmement important. Moi, mon conseil, ce serait de travailler sur 2 temporalités. C'est-à-dire que vous avez des campagnes d'influence qui vont être des one-shots, c'est-à-dire vous allez avoir une relation contractuelle avec une personne qui va produire un certain nombre de livrables. Voilà, c'est très contractuel. On va commander un post, 3 stories, voilà, très bien. Mais c'est un one-shot. Donc ça, il va falloir capitaliser en fait sur le recrutement communautaire que ça va générer, sur la visibilité que ça va générer, aussi sur la modération potentiellement que ça peut générer. Donc ça, c'est vraiment du one-shot. Et puis après, se dire que l'influence, ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus pérenne et de moins cher. C'est-à-dire que moi, je sensibilise beaucoup mes clients aussi à l'influence interne.
c'est-à-dire tous les programmes d'employés advocacy, de leader advocacy. C'est-à-dire que les premiers influenceurs pour beaucoup d'entreprises dans le B2B, ce sont les gens de l'interne. Et donc on va créer comme ça des schémas de gouvernance qui vont permettre à des leaders de prendre la parole en pas de côté, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire copier-coller de ce qu'ils vont dire dans la presse par exemple, on ne va pas faire copier-coller de ce qu'ils vont dire en discours dans X événements, on ne va pas faire copier-coller de ce qu'ils disent à leurs équipes, c'est leur avis à eux. Alors évidemment c'est orchestré, ça ne tombe pas du ciel, mais c'est quelque chose qui porte énormément. Moi je sais qu'à la Maïf, c'est un levier qu'on a activé depuis très longtemps à la demande de Pascal Demurger. Pascal aujourd'hui fait partie en tout cas des gens qui comptent sur LinkedIn. Sur beaucoup de sujets, c'est lui l'influenceur finalement pour la Maïf. Et en fait, ce sont des dynamiques d'influence qui sont beaucoup plus pérennes. Alors évidemment, en termes de statistiques, si on est vraiment sur une KPI quanti, ça fait évidemment beaucoup moins d'audience que si on active du poisson fécond, mais on va toucher des personnes, je dirais, qui comptent. C'est-à-dire que Pascal Demurger aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va parler à des élus, c'est quelqu'un qui va parler à des gens à l'international, c'est quelqu'un qui d'ailleurs a été Premier ministrable l'année dernière, et clairement c'est pas grâce à ça, mais en tout cas ça a joué, c'est-à-dire que sa présence sur LinkedIn et la manière avec laquelle il s'exprime, et la manière avec laquelle aussi il porte les messages de la Maïf et de l'entreprise à mission générale, ce sont des choses qui portent et que clairement là je ne pourrais pas faire porter par quelqu'un d'autre. Un poisson fécond sur ces sujets-là serait absolument illégitime. Donc bref, c'est deux temporalités. Merci beaucoup, mesdames. Eh bien, on va passer aux questions-réponses. J'imagine que ça... Ou partage d'expérience d'ailleurs, si vous avez déjà testé des choses sur l'influence de manière fructueuse ou moins fructueuse. Voilà. On est entre nous, on le dira à personne, ça n'a pas fonctionné. Ce qui se passe ici à Vegas reste à Vegas. Exactement. Oui. Bonjour, je suis Mathilde Mignon, je suis attachée de presse et aussi formatrice au CFPJ. Merci pour cette présentation. J'ai une question par rapport à Blue Sky. On a pas mal parlé de LinkedIn, un peu de Twitter X. Est-ce que Blue Sky, vous l'utilisez pour des partenariats influence B2B ou est-ce que ça n'a pas vraiment pris, on n'a que des journalistes sur... Alors, en fait, effectivement, quand il y a eu le rachat de Twitter par Elon et que c'est devenu X, déjà c'était un peu compliqué de dire qu'on avait une grosse communauté X, enfin ça faisait des choses un peu bizarres quand même, c'est vrai que rien que ça c'est quelque chose qui ne collait pas. Donc c'est vrai qu'en plus il y a eu le mouvement pour quitter Twitter, que Quit X en début d'année. Donc il y a quand même des marques qui sont parties, des médias, je pense à Ouest France, mais c'est pas le seul, il y a Vers le Média, donc des médias pas forcément uniquement ultra engagés, parce que Ouest France c'est de la PQR assez mainstream. Pour autant, sur Blue Sky, moi parce qu'au début on n'y allait que sur invitation, il y a eu une période sur Blue Sky, il fallait être adoubé par quelqu'un avec un code pour pouvoir créer son compte. Après ça s'est vulgarisé justement quand il y a eu X. Pour autant, même en publiant assez régulièrement, malheureusement il ne se passe pas grand chose. J'ai tenté moi des live skits, parce que live tweet, j'ai tenté des live skits lors d'événements. Bon, quand j'avais un like, j'étais super contente. C'est pour dire la différence. C'est-à-dire qu'en plus, même en taille de communauté, parce que quand j'étais sur Twitter, j'étais un peu plus de 12 000, et là je suis à 120 en fait. On n'est plus du tout sur les mêmes échelles, parce qu'il y a eu des outils qui permettaient soi-disant d'importer ces contacts. Pour autant, ça reste malheureusement, c'est dommage parce que finalement ça aurait pu être une bonne alternative, parce qu'il y avait quand même les mêmes codes que Twitter et autres, mais bon, ça n'a pas... Malheureusement, j'ai envie de dire, il n'y a pas de remplaçant de Twitter qui vaille la peine. J'ai Thread, c'est bon, je ne sais pas trop ce qui s'y passe, c'est très promo, il ne se passe pas grand-chose. Il y a eu des tentatives avec Mastodon, il y a eu tout un tas d'autres choses. Mais malheureusement, LinkedIn, c'est très bien, mais LinkedIn, c'est pas du temps réel. La grosse force de Twitter, parce que je ne vais pas assez insister, mais le côté tweetos et tout à l'époque, c'était aussi lié à l'événementiel. Notamment, donc là, parmi les KPI, c'était aussi le nombre d'inscriptions à l'événement. Parce qu'on faisait souvent une petite campagne en amont pour que les gens s'inscrivent et viennent à l'événement. En B2B, c'est hyper important.
Et en fait, ça faisait partie aussi des choses, donc c'était lié à l'événementiel, donc au temps réel. En fait, la force du tweet, c'était le temps réel. LinkedIn, soit on en parle avant, soit on en parle après, mais pendant, il ne se passe rien, quoi, en fait. Donc, on est plus dans un boulot de reportage style journaliste. Bon, Blue Sky, je pense qu'il ne faut pas scratcher son compte, peut-être qu'un jour, on ne sait jamais. Et puis moi, je désespère pas. Il est assez fantasque que notre ami Elon, peut-être qu'un jour, il va revendre. Putain, on ne sait jamais, donc j'espère. Juste pour compléter, du coup, chez WeAreCom, en début d'année, on a fait une étude justement sur les marques du CAC 40 et où est-ce qu'elles en étaient, X, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a un tiers des marques qui étaient parties et les autres, il y a un tiers qui est resté, même plus active, voire qu'avant. Ces celles qui étaient parties, elles avaient migré vers de nouvelles plateformes, mais elles ne faisaient pas grand-chose en fait. Donc ça n'a rien à remplacer en l'état l'activité, en tout cas du côté des marques, qu'elles avaient sur X. Donc c'était intéressant, on refera un point l'an prochain, mais en effet, Blue Sky était même loin derrière Threads et autres, même pour les marques. Donc, Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, Wendy Lakshmi. Ambre, tu as commencé tout à l'heure à parler nano-influence, Ouais. mais tu t'es arrêtée là. Ouais, parce que la nano-influence, c'est ce que je disais. C'est notamment quand je parlais aussi de l'influence interne. Quand tu fais appel, par exemple, à un collaborateur, une collaboratrice, c'est de fait de la nano-influence. Mais de la nano-influence, ça peut être aussi des influenceurs locaux. Je sais que, par exemple, pour la SNCF, là, vous allez avoir des campagnes d'influence là pendant l'été, d'ailleurs, qui vont être portées. Le choix qui a été fait, c'est de partir sur des influenceurs territoriaux, c'est-à-dire que par exemple, vous savez, je suis des Hauts-de-France. Dans les Hauts-de-France, on a 2 influenceurs qui sont assez connus, qui sont We Are Lille et puis Lille by Mal, pardon. Et puis on a Arras, je ne sais plus quoi. Bon bref, c'est pas le sujet. Bon, ces 2 personnes ont été sollicitées. Il y a eu des contenus qui ont été créés. Ils vont faire des carnets de voyage pour mettre en avant des opérations commerciales, puisque la SNCF propose des opérations commerciales pour aller sur le littoral de la Côte d'Opale à pas cher. Donc pour mettre en avant ça, on travaille avec des influenceurs de ce type-là, qui sont connus localement, qui n'ont pas de grosse communauté, mais qui vont avoir une proximité avec leur communauté qui est folle. Je pense par exemple à Lille by Mac, on est sur des taux d'engagement qui frôlent les 30%. Bon, c'est quand même extrêmement intéressant quand on est sur des campagnes, sur des campagnes d'influence. Bon, c'est quand même extrêmement intéressant, mais elle est, voilà, au-delà des Hauts-de-France, je suis même pas sûre qu'en Picardie elle soit connue, quoi. Mais voilà, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut aussi, je dirais pas mettre tous les œufs dans le même panier quand on fait de l'influence. Vous pouvez activer le levier du créateur de contenu, vous pouvez activer le levier de la nano-influence, vous pouvez activer le levier du leader advocacy, l'employé advocacy. Il faut vraiment venir à des objectifs, comme le disait Charlène. Vos objectifs ne sont pas toujours les mêmes quand vous activez le levier de l'influence. Et donc parfois ça va être de la conversion, des fois ça va être juste de la rétention communautaire, ça va être juste de la visibilité. Bon. Et évidemment l'idée ça va être de panacher ces leviers. Merci. Oui, bonjour. Bonjour. Sandrine Delacroix-Morvan, France Université Numérique. Comment est-ce que vous vous positionnez avec l'arrivée de l'IA générative et de la création de contenu, je dirais, non humain, et puis du fait que cette tendance est encouragée par certains patrons de grands réseaux sociaux? Ça fait partie des sujets des ateliers de tout à l'heure, donc il va falloir qu'on réponde à cette question. Moi j'ai un gros problème avec ça, c'est-à-dire que j'ai des clients aujourd'hui qui interdisent l'utilisation de l'IA générative en interne. Conséquence, tous les contenus générés par les influenceurs ou les créateurs de contenu internes, on part du principe que c'est plus ou moins, vu comment c'est écrit, c'est plus ou moins authentique. Mais je pense qu'aussi, il faut
pas lutter contre. C'est-à-dire que, ça c'est mon point de vue en tout cas, c'est ce que j'essaye d'orienter le client à chaque fois, c'est effectivement, il va y avoir dans les écrits, par exemple de post LinkedIn, hein, on a tous vu ça, la fameuse boussole, l'impact, le petit emoji fusée, enfin ce genre de truc où on voit très bien que c'est généré par IA. Moi je suis pas contre du moment que derrière il y a de la réécriture, que du moment que derrière on sent vraiment qu'il y a une identité dans ce qui est écrit. Moi je parle beaucoup de post LinkedIn parce que c'est ce que je vis au quotidien. Parfois je demande à réécrire. Je jette pas l'eau propre sur la personne qui a fait ça avec ChatGPT, mais j'ai attends, ta boussole, ça va quoi. Et puis aussi, je pense que il va y avoir une certaine de lassitude, c'est-à-dire que moi, je suis déjà le cas. Ouais, je suis un peu de cette philosophie-là de dire que de toute façon, au bout d'un moment, les gens qui vont générer que des contenus par IA, au bout d'un moment, ça va se voir. Les communautés, ça se voit déjà, et les communautés s'en rendent compte rapidement. Il y a, je pense, une maturité numérique forte sur le sujet auprès de certaines communautés qui ne s'engageront plus sur ces contenus. Donc j'espère, je suis un peu comme Martine, je suis optimiste, j'espère que les gens reviendront à un petit peu plus de bon sens numérique, hein, et aussi un petit peu plus d'authenticité dans les contenus qui sont produits. Mais à ce jour, moi je passe mon temps à faire la bad cop, quoi. En disant non, ça va pas, à réécrire derrière. Moi j'ai une casquette d'agent de créateur de contenu et je gère les collaborations commerciales d'un créateur de contenu, mais tout son business, c'est-à-dire l'image et toutes ses collaborations commerciales. Donc j'ai des marques qui viennent à moi pour me dire, voilà le brief, il faut que le créateur de contenu produise le contenu. Aujourd'hui, moi l'IA, c'est très récent, mais ça fait peut-être 3-4 mois que j'ai des créateurs de contenu qui utilisent l'IA pour écrire des scripts. Mais justement, moi ça m'aide beaucoup et ça les aide beaucoup parce que c'est souvent des personnes qui vont dans tous les sens, qui ne savent pas écrire un script. Et maintenant qu'une marque ou une agence nous dise qu'il faut absolument scripter la vidéo avant qu'elle soit tournée parce qu'on a eu trop d'écart et c'est pas du tout ce qu'on attendait, moi en tout cas l'IA nous aide beaucoup là-dessus parce qu'ils ont une idée, ils n'arrivent pas du tout à la formuler. Et puis moi j'en ai un peu ras-le-bol de formuler clairement. Donc à un moment donné c'est très bien qu'eux aussi puissent le faire avec l'IA et ça rend quand même des choses beaucoup plus pro sur la façon dont on communique avec une agence ou une marque et ça nous crédibilise un petit peu sur les scripts qu'on peut faire. Aujourd'hui j'ai aussi des créatrices de contenu qui utilisent l'IA sur de la voix off de vidéo. Et la voix off de vidéo, parce qu'il y a une grosse tendance en ce moment à faire une voix off un peu décalée, un ton un peu impertinent, etc. Et ça fonctionne très bien aussi. Donc je pense que c'est une tendance. Effectivement, comme beaucoup de choses, ça va s'essouffler. En tout cas, je parle sur la voix off de vidéo, sur ce genre de choses. Mais par contre, quand même, scripter une vidéo avec l'IA aujourd'hui, c'est un gain de temps précieux pour les créateurs de contenu et pour les marques parce qu'on a beaucoup moins d'aller-retour sur la façon dont on va réaliser la vidéo. Donc ça nous aide quand même au quotidien à gagner du temps sur certaines productions de contenu. Merci. On va prendre une dernière question. 6 dernières questions. C'est clair, c'est formidable. Merci beaucoup à toutes de vos précieux conseils. Ça veut dire que l'influence des influenceurs, c'est plus une affaire de femmes. Thomas a C'est pensé. un hasard, je pense. Ça peut être un hasard. Oui. Non, en fait, c'est que des copines, en fait, tout à fait. En plus, Merci beaucoup, mesdames. Merci. C'est déjà la pause.